On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une jeune mère de famille de 32 ans qui habite ici en Montérégie, qui est atteinte d'une maladie chronique et rare, une maladie pulmonaire. Elle va bien sûr nous l'expliquer, nous la vulgariser dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle de transport en commun, de transport collectif, parce qu'il y a une première en Amérique du Nord. Ça se passe ici à Saint-Jean-sur-Richelieu avec la ville et Transdev qui est le transporteur et une compagnie française qui nous arrive avec une application pour suivre votre autobus en temps réel. Une première en Amérique du Nord, et c'est ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un système d'information aux voyageurs géolocalisé en temps réel. On parle bien sûr de transport collectif ou transport en commun, si vous préférez. 3 invités pour en parler. D'abord, le directeur du transport et de la mobilité urbaine à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Luc Côté. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Julien Devade, qui est président de Joule, mais président, dans le fond, de Zenbus, qui est la nouvelle application, qui est concepteur de Zenbus. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et également Dominique Lemay, qui est le PDG de Transdev, chef de la direction. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, le côté, expliquez-nous comment le lien a-t-il été établi avec M. Devade et cette application Zenbus? En fait, c'est qu'on avait donc demandé à notre transporteur qui est Transdev de regarder à travers son réseau s'il n'y avait pas des opportunités pour avoir un outil qui nous fournirait des données. Et peut-être même du temps réel. Et donc, Dominique Lemay est arrivé avec Zenbus. Et ça allait dans la philosophie du réseau de bus urbains qui se veut simple. Donc, la technologie proposée, elle est extrêmement simple aussi, autant en conception qu'en utilisation. Bon, expliquez-nous un peu, premièrement, ce que c'est que cette compagnie Joule, qui est dans le fond le concepteur de Zenbus. Quels ont été les premiers balbutiements de cette entreprise? Alors au départ, Joule, c'est-à-dire il y a 5 ans, c'est une entreprise technologique spécialisée dans le traitement de la donnée géolocalisée en temps réel dans le cloud. Oui. Bon. Et très vite, on a cherché des domaines d'application et on a trouvé, avec Zenbus, les transports collectifs pour aider les voyageurs à voir leur bus en temps réel. Bon, à partir du moment que vous identifiez ce besoin, de quelle façon ensuite on bâtit cette application-là? Parce que, simplement pour démystifier ce que j'ai compris, mais vous me corrigerez, dans le fond, on installe un téléphone cellulaire à bord du véhicule, à bord de l'autobus, qui, lui, est géolocalisé et transmet sa donnée en temps réel à l'usager qui est sur l'application. C'est exactement ça. On est un peu dans la même révolution que Waze ou Uber. Nous, on permet au conducteur de bus, sur son smartphone, le smartphone de l'entreprise, bien sûr, de se connecter à sa prise de service. Et après, son information de géolocalisation est traitée par nos serveurs et donnée en parfait temps réel sur le smartphone des voyageurs, sur leur PC, sur leur Apple, pour voir la carte de la ville avec les bus se déplacer au mètre près. Bon. M. Lemay, quand Luc Côté de la ville vous a passé la commande, de quelle façon le lien a-t-il été établi avec Zenbus? Bien, tout de suite, Transdev fait partie d'un groupe international. Oui. Dont le siège social est à Paris. Et puis, le siège social de zone est à Chicago. Puis ici, au Canada, bien, le siège social canadien est ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Et pour toutes les opérations canadiennes. Donc, lorsqu'on nous a passé la immédiatement, on s'est retourné vers nos collègues des autres sièges sociaux, en posant la question, s'il vous plaît, pouvez-vous nous trouver dans le monde, qu'est-ce qu'il y a de meilleurs produits aujourd'hui qui coûtent pas cher et qui est tourné vers le client. Parce qu'il y a différents produits qui vont être tournés sur les opérations, le back-office, bon, comme on va dire, et d'autres produits tournés client, alors ce que notre client cherchait ici, c'était un avantage pour les utilisateurs. Alors là, nos sièges sociaux nous sont arrivés avec quelques recommandations. On a passé des entrevues via Skype, via Internet, et finalement, le choix s'est arrêté sur Joule à l'époque, ou Zenbus. On a présenté le tout à Luc, à l'équipe de Saint-Jean-sur-Richelieu ici, qui tout de suite ont dit « go, on lance le projet ». Quand on vous a présenté le projet, c'était quoi les premières réactions de vous-même ou de votre équipe? 3 lettres. Wow! W-O-W. Alors, comme je l'ai expliqué, c'est ça, c'est un produit qui était tellement simple. Il y a un aspect ludique
dans le fond, où on voit le bus se promener. Donc, c'est comme un jeu vidéo, dans le fond. On voit le bus se promener et ça rassure beaucoup, dans le fond, la clientèle parce qu'il y a beaucoup d'autres applications qui fournissent des fois du temps réel, mais on ne le voit pas. Donc, on voit un chiffre, mais on ne sait pas si le bus est vraiment là, alors que là, il y a une identification du véhicule. Et ça, c'est une innovation tant qu'à moi. Je n'ai pas vu d'autres applications qui arrivaient dans ces paramètres-là à fournir, dans le fond, le visuel du bus et sa géolocalisation en temps réel. Bon, M. Devade, donc cette application, elle est à la fois sur les produits Apple et Android et aussi ordinateur, PC, desktop, autant tablette que téléphone également? Absolument. Absolument. Tous les appareils connectés sur Internet. Tout simplement. Voilà. Donc, on peut l'avoir autant sur le téléphone, la tablette que l'ordinateur Apple ou Android. Donc, on est vraiment multiplateforme. Et une fois connecté ou une fois qu'on a téléchargé l'application dans notre appareil mobile, qu'est-ce qui se passe par la suite? Pour y répondre, j'invite tous vos téléspectateurs à télécharger au plus vite l'application. Et qu'est-ce qu'ils verront? Donc, dans l'App Store ou dans iTunes, ils verront l'application ZenBus, ils la téléchargent. Et la première chose qu'il leur est proposée, parce qu'ils habitent ici, c'est connectez-vous à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils appuient et immédiatement, ils voient la carte de la ville et les lignes de bus. Ils choisissent la ligne qui les intéresse, la ligne bleue, la ligne jaune, la ligne verte. Et ils voient directement les bus qui sont actifs à ce moment. Ils peuvent cliquer sur les arrêts, voir les temps d'attente. Et voilà, c'est le genre d'information principale pour le voyageur, parce qu'on est avant tout tourné vers le voyageur. Ouais. De quelle façon est-ce qu'on a présenté, M. Lemay, cette nouvelle technologie à vos chauffeurs, à vos employés? C'est nouveau pour eux également, donc ils doivent composer avec cette nouvelle donnée. Comment ça a été présenté? Je vous dirais qu'on a discuté dans toutes nos divisions du Québec. On est 1000 au Québec et la réaction générale, c'est aussi comme la réaction de Saint-Jean-sur-Richelieu. Wow! Donc, c'est un outil, nos clients vont être informés, nos clients vont savoir à quelle heure on arrive. Et ça permet à nos clients de se donner la marge de manœuvre, les utilisateurs se donner la marge de manœuvre qu'il faut pour être au coin de la rue à temps. Si l'autobus est légèrement en retard, donc le client le sait, l'utilisateur peut faire autre chose. Il peut aller chercher un café, peut aller faire d'autres courses. S'il pleut, il peut attendre à l'intérieur. Ça met des sourires dans le visage des utilisateurs. C'est un outil qui facilite la vie et notre personnel partage ce point de vue-là parce que lorsqu'il y a des utilisateurs qui ont moins de points de friction dans leur déplacement, une meilleure expérience client, tout le monde est gagnant dans sa journée. Bon, là, je vais faire le test avec mon propre appareil. J'ai un téléphone Android. Je suis allé dans le Google Play Store et là, j'ai téléchargé évidemment ZenBus, là, sur lequel je vais cliquer à l'instant. Et on me demande évidemment de l'installer. Et là, on va voir évidemment qu'est-ce qui va se passer. Donc, est-ce que les usagers souvent se questionnaient à savoir est-ce que le bus va arriver, est-ce qu'il est en retard, est-ce qu'il est passé, est-ce qu'il est déjà passé? C'était quoi les questionnements que vous aviez de la part de la clientèle? Bien, c'est effectivement les questions. Bon, bien, mon bus n'a pas passé. Le bus est en retard. Pourquoi? Donc, bienvenue. Bienvenue. Donc là, je suis bienvenu. Donc, j'arrive ici, je clique passer, voilà. Je présume. Et là, on détecte déjà que je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Voilà. Donc, je clique là-dessus. Voir mon bus en temps réel. Et on voit évidemment que ça se télécharge. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur la carte, Luc? Donc, on voit la carte de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avec, dans le fond, le point vert, c'est le point où nous sommes présentement. Il y a un petit message. Et il y a même un petit message. Donc, on peut envoyer des messages aussi pour informer la clientèle des détours, ou des retards plus importants. Et donc là, si je me promène sur la carte en question, là, je vois évidemment un circuit qui est en bleu. Oui. Là, je vois un gros point. Évidemment, c'est l'endroit où on se trouve actuellement. On se trouve, effectivement. Et on regarde en haut, dans le fond, à droite, et on voit le bus qui est sur le boulevard d'Iberville à l'heure actuelle et qui va s'apprêter à tourner sur la 15e. OK, c'est celui qu'on voit ici. Là. Oui. En fait, il vient de tourner sur la 15e. Là, il bouge, là, c'est ça? Oui, oui. Et donc, là, si on était sur la 15e avenue à Iberville, là, il est là. Il est là, oui. Et devant les studios, tout à l'heure, on a pu voir le bus passer exactement. Et c'est fiable? Dans quelle mesure est-ce que c'est fiable par rapport au temps réel? Parce que souvent, dans certaines applications de géolocalisation, il faut, comme on dit, faire une mise à jour. Hein?
pour dire, ah ben là, oups, même des fois, on est dans Google Maps où là, on fait mise à jour, puis là, oups, le véhicule, il vient de faire un saut d'à peu près 1 kilomètre. Là. Vous avez parfaitement raison, mais notre force, c'est d'aller chercher l'information directement à la source, c'est-à-dire sur le smartphone du conducteur. Et notre précision est de l'ordre de 5 secondes. Ah oui, 5 secondes. À peu près, voilà. Et vous pouvez faire l'expérience. Et là, si je clique sur... Là, j'ai cliqué là-dessus, vous me direz qu'est-ce que c'est. Là, j'ai cliqué sur les arrêts. Tout à fait. Alors, la vue principale, c'est celle de la ville avec les bus qui bougent. Mais vous pouvez, parce que c'est ça qui vous intéresse, c'est que vous avez cet arrêt-là, c'est le vôtre, c'est là où vous allez attendre le bus. Vous pouvez mettre en favori votre arrêt et il va vous dire à tout moment quand le prochain bus va arriver. Alors, s'il y a un bus déjà qui est sur la ligne, il va vous donner un temps estimé d'arrivée, là, par exemple 12 minutes. S'il n'y a pas de bus en circulation, il va vous donner l'horaire théorique, c'est-à-dire on attend normalement ce bus à 18h16. Donc, cette application-là, bon, c'est une première ici en Amérique du Nord, Absolument. pour ce qui est de ZenBus. Ce que votre projet, et peut-être, oui, avec la collaboration de Transdev, c'est de l'exporter un peu plus ici? Alors, vous avez raison, c'est le premier réseau en Amérique et on est vraiment très heureux d'être ici dans cette belle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour faire une belle vitrine sur notre produit. Aujourd'hui en France, on est déjà déployé sur une quarantaine de réseaux. Ouais. Et notre déploiement à l'international en Amérique, c'est par vous qu'on le fait. On a déjà des contacts établis avec d'autres localités pour étendre le produit. Monsieur Lemay, est-ce que vos collègues chez Transdev ont l'intention de peut-être aussi l'utiliser ou de le proposer à d'autres clients? Transdev dans le monde l'utilise déjà ou le propose à des clients. Et nous, on regarde à l'heure actuelle un autre projet avec ZenBus aussi. Bon. Voilà. L'autre question aussi, parce que là, je n'ai pas regardé sur la carte. Là, pour le moment, est-ce que ça s'adresse uniquement au circuit urbain ou si ça peut également fonctionner dans le cas de la 96 qui va à Montréal? Bien, dans le cadre, il faut comprendre, c'est un projet pilote. Oui. Et dans le cadre du projet pilote, on a misé uniquement sur le Saint-Jean urbain. Oui. Par contre, l'application, l'avantage qu'elle a lorsqu'on la télécharge et qu'on est utilisateur de la ligne 96, c'est qu'on peut y envoyer des messages. Donc, si, exemple, sur un matin, il n'y a pas de voie réservée au pont Champlain, on va passer via ZenBus pour informer tous les usagers qu'il n'y a pas de voie réservée, donc de prévoir des retards à l'arrivée. Donc, on peut se servir de cette application-là. Pour le moment. Mais est-ce que dans les projets, est-ce qu'on souhaite que les autobus qui font Saint-Jean-Montréal puissent un jour être aussi géolocalisés avec ZenBus? Bien, on va évaluer, dans le fond, jusqu'à la fin du projet pilote et on verra l'engouement. Mais ce n'est pas exclu que ce soit étendu à l'ensemble du réseau. Bon, j'espère bien. Je pense qu'il est content de la réponse. Moi aussi. Non, mais c'est vraiment c'est un très bon produit. Et c'est bien ficelé et c'est agréable aussi pour les usagers. Bien, à vous trois, merci infiniment. Meilleure des chances, en souhaitant bien sûr que les usagers ici puissent l'expérimenter. Téléphone, tablette, ordinateur, Apple ou Android, donc sur toutes les plateformes disponibles pour voir vos autobus en temps réel pour le circuit urbain ou recevoir des notifications dans le cas de la 96 pour Montréal pour le moment. Et donc, on verra évidemment l'évolution de ce projet pilote et de cette arrivée de ZenBus en Amérique du Nord et de l'évolution également avec Transdev. À vous trois, merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de maladies pulmonaires rares et chroniques. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, spécial NASCAR Pinties. Oui, avec le pilote Jocelyn Fecteau et son chef d'équipe, Éric-Pierre Martel. On manquera pas de gaz, mon cher. non. Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
Parlons maintenant de maladies pulmonaires rares et chroniques. On parle d'hypertension artérielle pulmonaire. Avec nous pour en discuter, Judith Moati. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes membre de cette Fondation Hypertension artérielle pulmonaire Québec. Donc, vous-même, vous avez eu un diagnostic en 2009 et c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que le diagnostic est relativement long à établir. Expliquez-nous un peu votre propre exemple. Quels ont été les premiers symptômes? Ben, en fait, ça a été dur parce que les symptômes, c'était un petit peu d'essoufflement. Je travaillais dans un grand bureau d'avocat. Je venais juste de commencer un nouvel emploi. J'avais des horaires fous. Donc, je travaillais de 8 heures. Je pouvais finir à 9 heures le soir, des fois. Et c'était un nouveau rythme de vie pour moi à cet âge-là. Donc, je pensais que j'étais juste plus en forme autant que quand j'étais jeune parce que je faisais plus d'exercice autant. Et puis, un jour, j'ai perdu connaissance en montant les escaliers chez moi. J'habitais au 3e étage seulement. Et puis, c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu plus parce que je trouvais pas normal. J'ai été voir mon médecin de famille qui m'a fait un électrocardiogramme, qui est un test pour voir les battements du cœur. Et puis, elle m'a dit, bon, écoute, c'est sûrement une condition qui s'appelle vasovagale. C'est normal, ça peut t'arriver. Si tu sens que tu es un peu étourdi, assis-toi. J'ai continué à travailler, j'ai continué à faire mes affaires. Et puis, plus tard, ma vésicule biliaire a enflé. Et j'arrivais plus à marcher à cause de ma vésicule biliaire. Et arrivé à l'urgence, ils pensaient que j'avais des pierres. Et ils voulaient m'enlever la vésicule biliaire au départ. Et puis, c'est par hasard, dans une salle de docteur, il y avait une affiche. Et la personne qui était avec moi a demandé au docteur de me tester pour l'hypertension pulmonaire parce que elle avait vu les symptômes, puis ça disait l'essoufflement et les évanouissements et les lèvres mauves. Et j'avais les lèvres mauves dans le temps, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Je m'étais jamais... Et comment on établit le diagnostic de l'hypertension artérielle? Eh bien, en fait, il faut faire des tests plus poussés. Il faut faire une échographie du cœur. Souvent, ça va montrer que le cœur est enflé. Dans mon cas, c'est exactement ce qui est arrivé. Après une radiographie des poumons, ils ont vu que les artères étaient petites et donc ils ont fait une échographie du cœur pour voir est-ce que mon cœur souffrait. Ils ont fini par se rendre compte que j'étais en insuffisance cardiaque et qu'il ne me restait pas longtemps à vivre, dans le fond. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai eu mon diagnostic. Après une semaine de tests poussés, on m'a envoyé à l'hôpital juif, être suivi par le docteur Langleben, qui est un spécialiste dans le domaine. On m'a installé un pacemaker parce que mon cœur, évidemment, a souffert énormément dû à la maladie. Et puis, c'était par chance que j'ai eu mon diagnostic. Et si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas duré 2 ans. Ah oui, ah, oui, à ce point. Oui, oui. Il s'est écoulé combien de temps entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic? Il s'est écoulé 3 mois au moins. 3 mois. Mais les symptômes, peut-être, ils avaient apparu un peu plus tôt. Je m'en étais juste pas rendu compte, peut-être. Mais quelqu'un qui... parce que là, évidemment, dans votre cas à vous, bon, vous dites, vous étiez dans un cabinet, il y avait une affiche, puis là, on dit, tiens, pourquoi on ne fait pas le diagnostic pour ça? Mais sinon, ça aurait pu traîner encore des semaines et des mois, là. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, le problème, c'est que cette maladie, elle est progressive, incurable et elle est mortelle. Donc, c'est important d'avoir un diagnostic rapide, plus tôt possible. Exact, pour pas qu'elle avance trop. Ça touche combien de personnes au Québec ou au Canada ou dans le monde? Est-ce qu'il y a des statistiques qui existent là-dessus? Oui, mais les chiffres, je ne peux pas vous dire exactement. On en voit de plus en plus des patients. Quand moi, je suis tombée malade, il n'y avait personne de jeune de mon âge. Et depuis, ça a changé. On voit que le diagnostic arrive peut-être un peu plus tôt. Donc, le chiffre a dû changer, mais c'était 10 000, moi, dans le temps où j'étais malade, où je suis tombée malade en 2009. Aujourd'hui, vous avez 32 ans. Oui. Donc, en 2009, vous étiez quand même beaucoup plus jeune au moment où vous avez eu ce diagnostic. Depuis que vous avez eu le diagnostic en 2009 jusqu'à aujourd'hui, en quoi le fait d'avoir le diagnostic, et probablement, je présume, une médication ou certaines interventions, en quoi ça vous a permis d'avoir une qualité de vie relative ou à tout le moins d'avoir une espérance de vie plus élevée que sans traitement? Oui. Dès que j'ai rencontré Dr Langleben, on a commencé par une pilule. C'était la pilule de base dans le temps. Il n'y avait pas autant de médicaments qu'aujourd'hui. Ça n'a pas marché, donc on m'a mis tout de suite sur une machine qui me donnait du médicament 24 heures sur 24. Ça s'appelait le Remodulin. C'était une petite machine comme celle qu'ils utilisent pour le diabète, pour donner l'insuline.
le médicament était tellement fort qu'il me faisait excessivement mal. Donc, pendant les 2 premières années et demie, j'ai souffert énormément avec ce médicament, mais je ne pouvais faire rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait me sauver la vie. Les pilules qu'elles avaient dans le temps n'étaient pas assez. Et puis, finalement, dû à la douleur, ils ont été obligés de m'enlever de cette machine. Et est arrivé un protocole de recherche par rapport à une pilule qui, en fait, a complètement changé ma qualité de vie. Parce que quand j'étais sur le remodulin, je ne pouvais pas me lever, faire le ménage. Je ne pouvais pas m'occuper de mon fils. Je ne pouvais rien faire de normal. Et quelle est cette nouvelle molécule? C'est une pilule. En fait, ils ont trouvé une manière de trouver ce qu'il y avait dans le remodulin et dans le Flolan, qui est une autre pompe, et ils ont réussi à le mettre dans une pilule. Et donc, au lieu d'avoir une machine, parce que le Flolan est une autre machine qui est excessivement forte et qui vient avec beaucoup d'effets secondaires, donc cette pilule remplacerait ces 2 machines. Et puis, elle est forte et elle fait une différence extrême. C'est quoi? Ça se trouve à régulariser la pression sanguine dans les artères du cœur et du poumon? Oui, c'est ça, exactement. Ce sont des pilules de cet effet. Il y en a plusieurs. Comme souvent, les patients d'hypertension pulmonaire sont obligés de prendre 1, 2 ou 3 thérapies. Ouais. Dans mon cas, parce que j'étais un cas très avancé, je suis obligée d'être sur 3 thérapies. Donc, il y en a une, c'est pour le cœur, pour aider le fonctionnement du cœur. Il y en a une, c'est pour dilater les vaisseaux sanguins, puis l'autre, c'est pour la pression. Mais quelqu'un qui vous voit aujourd'hui, et même pourtant, là, vous parlez beaucoup, puis vous ne m'apparaissez pas comme étant quelqu'un d'essoufflé, là. Mais je suis... parce que là, je suis assise, puis j'ai pris mon temps pour venir ici, puis les gens qui sont autour de moi, très proches, vont le voir. Mais par contre, les gens qui ne me connaissent pas, ils vont pas penser pendant 2 secondes que je suis malade. Mais en sortant, je vais être fatiguée, je vais être plus essoufflée, ça va. Bon. Et là, en date d'aujourd'hui, avec vos derniers tests, est-ce qu'on a constaté un épaississement du cœur, un rétrécissement des artères pulmonaires au niveau donc des poumons, des artères aux poumons? Est-ce que votre situation s'est stabilisée? Oui, grâce au Uptravi, ma situation s'est beaucoup stabilisée. On m'avait mis sur des pilules qui sont de base, qui sont 2 autres pilules de base qui étaient déjà sur le marché avant d'embarquer sur le protocole de recherche. Et la pilule, une fois que j'ai commencé à prendre la vraie pilule du Uptravi, j'ai pu recommencer à travailler, j'ai pu recommencer à faire des activités normales un petit peu. Ça a beaucoup changé pour moi. Est-ce qu'on est en mesure, parce que là, vous avez 32 ans seulement, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui, avec la thérapie que vous avez ou les thérapies que vous avez, de vous garantir ou d'espérer une espérance de vie relativement moyenne? Là? Oui. Oui, avec ces thérapies, on voit le résultat. Le Uptravi, bon, c'est nouveau, donc c'est sûr qu'on ne le voit pas à long terme, mais on sait que le Remodulin et le Flolan a prolongé la vie de patients de beaucoup. Et comme il se retrouve la même chose dans la pilule Uptravi, ben c'est pour ça que... Bon, vous l'avez montré tantôt, évidemment, ça a eu un impact sur votre travail. Donc, vous avez dû vous absenter pendant plusieurs années, Plusieurs années, oui. Plusieurs années à ne pas travailler. Mais en même temps, vous êtes une jeune mère d'un enfant de 11 ans. Oui. Donc, vous avez eu cet enfant avant d'avoir le diagnostic ou les symptômes de exactement, exactement. Et puis, c'était une chance parce qu'avec les médicaments qu'on prend et puis avec la maladie elle-même, on ne peut pas avoir d'enfant. On ne peut pas porter ou accoucher d'enfants parce que c'est trop difficile pour le système pulmonaire et cardiaque. Donc, ça enlève beaucoup. J'ai pu retourner travailler. Bon, l'hypertension pulmonaire, il y a souvent des hauts et des bas avec cette maladie, malheureusement. Donc, je suis encore en arrêt de travail présentement. Mais avec le Uptravi, je suis capable de me lever et de faire le ménage tous les matins, ce que je ne pouvais pas faire avant. Et c'était quoi, bon, les impacts au niveau de la vie familiale? Puis même pour vous, là, je veux dire, quand on a ce genre de diagnostic, ça crée de l'incertitude et tout ça. Émotivement, ça vient un peu nous chercher. C'est lourd. C'est lourd pour la famille, évidemment, qui sont proches et qui ont peur à chaque moment que peut-être on retombe malade ou que ce soit la fin. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Quand on a un diagnostic comme ça, on a une limite dans notre temps de vie, puis on essaie de faire et de profiter le plus, d'où l'importance de nous donner une qualité de vie pour le peu de temps peut-être qui nous reste.
La Fondation hypertension artérielle pulmonaire n'est pas tellement connue au Québec. Non. Donc, évidemment, le fait d'en parler aujourd'hui, ça permet de ça. Parce que parfois, quand on parle de maladie pulmonaire, les gens vont dire, bon, ben, on connaît l'asthme, on connaît les gens qu'on appelle les MPOC, maladies pulmonaires occlusives chroniques. Mais dans le cas de l'hypertension pulmonaire, c'est pas très, très connu. Non, c'est pas connu du tout. Et puis, malheureusement, c'est un grand problème parce que beaucoup de gens vont vivre avec sans le savoir et vont mourir soudainement sans comprendre pourquoi. Donc, c'est sûr que c'est quand même difficile par rapport à ça. Bien, Mme Moati, merci beaucoup. Meilleure des chances. Merci pour ce témoignage. En souhaitant que ça puisse peut-être éclairer des gens ou peut-être allumer les lumières pour d'autres qui pourraient avoir des symptômes similaires aux vôtres, puis bien sûr, agir en conséquence. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vous allez voir apparaître dans les prochaines semaines de nouvelles décorations de Noël à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pourquoi? Parce qu'on en a acheté des nouvelles dans le cadre du 350e anniversaire, donc les édifices municipaux, certains endroits publics, évidemment, vous allez voir ça. Donc, les décorations risquent d'être un peu différentes. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation le 1er, 3e lundi du mois et avec un conseil, on vous choisit des extraits qu'on vous diffuse dans les 2 semaines suivantes. Chaque dimanche matin, c'est à 9h30 en direct au câble 09, c'est le Télébingo, avec 3 500 $ en prix toujours, carte pleine à 2 000 et 30 dépositaires dans le territoire où l'on diffuse. Vous pouvez acheter vos livrets, les livrets qui sont à 8,50 $ l'unité. Également, vous dire que les coordonnées de la télévision du Richelieu sont affichées à l'écran, mais si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial.tv@charneuf.com. Je vous invite également à nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter et à visiter notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez manquées. À demain. Bye bye.